3, 2, 1, let's go boys. Salut tout le monde, salut les auditeurs de ce podcast. Aujourd'hui je vous parle, nous sommes le 28 juillet 2022. J'ai pas fait d'épisode de podcast la semaine dernière parce que j'étais en vacances. J'étais tout simplement en Italie, à Ventimiglia, c'est près de Monaco. Donc voilà, j'ai passé quelques jours et j'ai pas enregistré d'épisode de podcast. Mais je suis de retour tout simplement pour un nouvel épisode. Et puis je propose qu'on attaque de suite. Donc aujourd'hui le thème du podcast c'est un livre. Un livre qui s'appelle Make Your Bed. Donc faites votre lit en français. Et c'est un livre écrit par l'amiral William McRaven. William McRaven, donc c'était un amiral. Et je suis allé voir donc sur Wikipédia ce que c'était qu'un amiral. Un amiral, eh bien je vais vous cultiver, c'est incroyable. Un amiral, c'est le niveau maximum hiérarchique pour la Navy américaine. Donc c'est l'équivalent d'un général, mais le général il est pour une armée, donc pour une armée de terre ou une army comme on dit en anglais, comme on dit pour les États-Unis ou les autres pays anglophones. Donc pour la Navy c'est l'amiral et c'est l'équivalent d'un général. Donc lui le mec il pesait un max dans le game puisqu'il était amiral tout simplement, le frérot McRaven. Et puis comme j'ai dit, le titre du livre c'est Faites votre lit et le sous-titre c'est Les petites choses qui peuvent changer votre vie et peut-être le monde. Déjà le titre envoie du lourd, je trouve que c'est un beau titre qui donne envie de lire. Et en parlant d'envie de lire, je vais vous donner les raisons pour lesquelles je vous présente ce livre aujourd'hui. Déjà, c'est le premier livre de développement personnel que j'ai lu. C'était en 2017. Et avant ça, j'avais lu évidemment d'autres livres. Déjà, il faut savoir que c'est en 2017 que j'ai vraiment commencé à lire dans mon temps libre personnel. Avant, je lisais beaucoup, donc plutôt pour l'école, quoi. Et du coup, en 2017, j'ai commencé à lire. J'ai commencé à lire principalement des livres de finance ou d'entrepreneuriat ou des biographies. Je crois même que je lisais quelques romans, même si c'est pas trop ce qui me branche. Bref, et au final, Make Your Bed, donc ce livre-là de l'amiral, du puzzler dans le game, je l'ai lu donc cette année-là, et c'était le premier que j'ai lu. Je l'ai acheté en ligne un peu par hasard. Je crois que c'était juste les notes sur le site qui étaient bonnes. Et du coup, je me suis dit, bah vas-y, let's go, je vais tester ça. Pourquoi je le présente aussi? Une deuxième raison, c'est que c'est un livre qui m'a marqué par son message, ou plutôt ses messages. Vous allez comprendre pourquoi après. Et puis, ce qui est un peu anecdotique, mais c'est quand même assez illustratif de ce livre et de la portée qu'il a eu un peu dans ma vie. Rien que pour ça, c'est un excellent livre. C'est que depuis 2017, donc depuis ma lecture de ce livre, je fais je fais mon lit tous les jours. Et bah, comme vous l'avez vu, c'est le titre du livre. C'est que si on veut changer le monde, il faut faire son lit. Et depuis 2017, je fais mon lit tous les jours. C'est d'ailleurs très très rare que j'oublie de le faire. Je crois que je l'ai jamais. Je pense même. Je vais pas trop m'avancer, hein, parce que ça se trouve, il y a quelqu'un qui est proche de moi qui pourrait dire le contraire, mais il me semble avoir jamais oublié. Je sais que les exceptions, c'est quand, genre, si je sais qu'il y aura une lessive ce jour même, je fais pas mon lit, puisque à un moment de la journée, je vais venir enlever comment on dit, bah le duvet tout simplement. Je vais enlever les draps, etc. Donc je le fais pas, mais il me semble avoir jamais oublié. Donc énorme flex de ma part, mais plutôt un énorme flex de l'amiral, le frérot. Sans transition, je vous fais une petite intro sur le livre et après je vous parlerai un peu plus en détail de son contenu. Donc déjà, faut savoir que c'est pas un livre très long. C'est un livre qui fait 125 pages et c'est très espacé, c'est très simple, très droit au but. Donc c'est facile à lire. Par contre, le message est puissant et c'est dense, mais pas dans le mauvais sens du terme. C'est dense en termes de contenu, mais c'est pas dense en termes de lecture. Je sais pas si la nuance est claire. C'est bien écrit, c'est facile à lire, malgré que
Et malgré tout, ça a un fort impact. Donc très fort, très très fort. Et puis il y a 10 règles. Est-ce qu'il y a 10 règles? Je l'ai dans les mains là, je vais juste l'ouvrir. Tac, première page. Ouais, il y a 10 règles. Il y a 10 règles, et si je ne m'abuse, de base c'était un speech qu'il a fait à une université quand les étudiants étaient en train de recevoir leur diplôme. Il a fait ce speech, il était invité pour faire ce speech, et il me semble qu'il a été filmé et qu'il a fait le buzz, et donc il a décidé d'en faire un livre. Voilà la petite introduction sur le livre. Et du coup, je pensais intéressant de vous présenter les 3 règles de ce livre qui m'ont le plus marqué. Je pense que vous vous doutez de la première qui viendra, mais quoi qu'il en soit, je vous en présente 3. Et puis, je vous donnerai peut-être un peu mon analyse, mon avis, ce que j'en pense, et peut-être des exemples. On verra. Mais du coup, c'est parti, let's go. Je vous parle du coup de la première règle. Et la première règle, c'est elle s'appelle commencer sa journée avec une tâche complétée. Cette règle-là, c'est le titre du livre. C'est pour ça que je vous ai dit que vous auriez deviné laquelle était la première. C'est le titre du livre, c'est faire son lit. En fait, faire son lit, c'est une manière simple de commencer avec une victoire. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que faire son lit, c'est une norme qu'on a un peu dans notre société, dans nos maisons et dans notre culture. C'est une norme de respect de la maison, de la chambre et de soi. C'est la norme dans laquelle on est tous éduqués. Donc c'est un symbole de réussite finalement. Quand maman et papa voient que le lit est fait, eh bien ils sont relativement fiers de leurs enfants. Et c'est pour ça qu'on dit que c'est une manière simple de commencer avec une victoire. Parce que pour ne pas réussir à faire son lit, je dis techniquement, pour ne pas réussir à faire son lit, il faut vraiment y aller. Dans le sens où n'importe qui peut faire son lit. De nouveau sur l'aspect technique, sur l'aspect un peu plus, prendre l'habitude, c'est toujours un peu plus dur. Quoi qu'il en soit, si je commence ma journée, ça va être très simple pour moi de faire mon lit, de plier le duvet d'une certaine manière. Par contre, je sais pas moi, si je veux commencer ma journée avec un bon café, pour que mon café soit bon, il y a plein d'autres paramètres à prendre en compte. Et mon taux de succès a de fortes chances d'être plus bas. Parce qu'un jour, il y aura plus de café, un jour, il y aura peut-être plus de lait, un jour, l'électricité ne marche pas, un jour, je suis pas dans le mood pour du café ou quoi. Bref, quoi qu'il en soit, faire son lit, ça demande aucun talent, ça demande juste de prendre l'habitude. Et à chaque fois, ce sera une petite victoire par laquelle on commence sa journée. Et ça, c'est très très fort. On commence sa journée au final avec une garantie. La garantie, c'est que le lit est fait. Et c'est peut-être bête, mais le revers de cette médaille, c'est que ce soir, je m'endormirai avec le plaisir de défaire mon lit et de me mettre dedans. Et ce, peu importe ce qui s'est passé dans la journée. Donc ça veut dire qu'au final, c'est une manière de structurer sa journée. Elle commence par le fait que je fais mon lit et elle se termine dans moi qui entre dans mon lit qui est fait. Et le fait d'avoir cette structure, ça rajoute de l'ordre. Et donc, comme je vous ai parlé de l'auteur, donc lui il était militaire. Donc les militaires évidemment sont très fans de l'ordre donc qui s'oppose au chaos. Et donc c'est pour ça qu'ils sont un peu à fond là-dessus. Quoi qu'il en soit, cette structure donne de l'ordre et l'ordre c'est toujours meilleur que le chaos. Peu importe ce que vous faites dans votre vie, c'est toujours mieux d'avoir de l'ordre. Il y a plein de raisons pour lesquelles c'est le cas. Je pense même pas que ça se débat. Mais pourquoi pas, peut-être une fois je ferai un épisode sur le chaos et l'ordre. Une autre raison pour laquelle il faut faire son lit, c'est que c'est une manière de garder fierté, espoir et bonheur. Ça, c'est écrit, il me semble, avec d'autres mots dans le livre. Mais ce que je veux dire par là, c'est que puisque on fait son lit pour soi, il y a une notion de fierté. Parce que ça veut dire, je mérite d'avoir un lit qui est fait. Je mérite de me poser le soir dans quelque chose qui a été travaillé, dans quelque chose qui est justement en ordre, et dans quelque chose qui est, j'allais dire propre, mais c'est plutôt propre symboliquement que techniquement.
que réellement, que concrètement plutôt, parce que je pense pas que les bactéries prolifèrent plus quand elles sont en boule au bout du lit, mais ce que je veux dire, c'est sur l'aspect symbolique, c'est plus propre. Et puis pourquoi espoir et honneur? Honneur, c'est lié un peu à ce que je viens de dire, et l'espoir, c'est euh, l'espoir que la vie continue. Parce que quand le lit est fait le matin et qu'on s'y couche le soir, quand on le défait, ça veut dire que la vie continue, peu importe ce qui s'est passé dans la journée. Comme j'ai dit tout à l'heure. Donc c'est pour ça qu'il y a cette notion d'espoir que moi je pense c'est important de partager. Et puis en bonus, un point un peu bonus de pourquoi cette règle me semble importante, ou semblait importante pour l'auteur plutôt, c'était que il mentionnait qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient du succès qui font leur lit. Il a donné plusieurs exemples de titres militaires que X ou Y personne n'avait eu, des personnalités qui avaient du succès et qui font tous leur lit. Après, moi, à titre personnel, je suis pas forcément d'accord qu'il faut faire son lit pour avoir du succès. Je pense qu'il y a plein de gens qui ont du succès qui ne font pas leur lit. Après, je pense certainement que c'est assez indicateur. Et donc, pourquoi pas le dire en bonus. Mais je pense pas que ce soit une vérité générale. Donc ça, c'est la règle numéro 1, qui, je le répète, donc s'appelle commencer sa journée avec une tâche complétée. La deuxième règle, elle s'appelle la vie est injuste et il faut s'y faire. Alors je dis la deuxième règle, c'est pas la deuxième règle dans le livre, mais c'est la deuxième règle que je vous présente. C'est peut-être un détail, mais je le mentionne quand même. J'ai beaucoup aimé cette partie-là parce que il parle de l'exemple du biscuit en sucre. En fait, donc lui, il a fait les Navy Seals. Les Navy Seals, donc c'est une force spéciale américaine, si vous ne le saviez pas. Et c'est connu parce que ils se font traiter comme de la merde, si vous me permettez l'expression. Et ils essayent de passer tous les tests, que ce soit sur l'aspect physique et mental. Et c'est très très mental parce que on est fatigué, parce que on se fait humilier. Il fait souvent très froid, c'est dur, etc. Et puis, lui, il explique que il se faisait traiter de biscuit en sucre parce qu'il devait... Alors, ça, c'est un peu de tête que je raconte cette histoire, mais peu importe, vous comprendrez le fond. Il devait se mettre dans l'eau, se couvrir d'eau, et ensuite courir en haut d'une dune de sable pour se faire rouler tout en bas. Et en fait, le sable devait vraiment coller partout sur la peau pour que, au final, ce soit un biscuit enrobé de sucre. Donc c'est pas du sucre, évidemment, c'est du sable. Mais ils les appelaient les biscuits en sucre. Les instructeurs appelaient les, on va dire étudiants, ou les aspirants Navy Seals, ils les appelaient biscuits en sucre. Et donc il dit que... c'est ça que je voulais dire avec l'exemple du biscuit en sucre. C'est que lui, il explique que ce qu'il a marqué, c'est que son instructeur, il a dit à McRaven, donc l'auteur, il lui a dit McRaven, est-ce que tu sais pourquoi t'es un biscuit en sucre? Et McRaven, il a dit non. Et son instructeur, il a répondu parce que la vie est injuste et plus tôt tu le comprends, plus ce sera facile. Et je comprends pourquoi il a trouvé ça fort. Et je vais juste lire un passage que j'ai trouvé très intéressant du livre. Parce que, donc ça c'est l'auteur qui écrit. Et c'est très très fort, je vais le lire. Donc je cite. Il est facile de rejeter la responsabilité de son tort sur une force extérieure. D'arrêter d'essayer parce que l'on croit que le destin est contre nous. Il est facile de penser que l'endroit où vous avez été élevé, la façon dont vos parents vous ont traité ou l'école que vous avez fréquentée sont les seuls éléments qui déterminent votre avenir. Rien ne peut être plus éloigné de la vérité. Les gens ordinaires et les grands hommes et femmes sont tous définis par la façon dont ils gèrent l'injustice de la vie. Helen Keller, Nelson Mandela, Stephen Hawking, Malala Yousafzai et Moki Martin. Moki Martin, c'est un exemple qu'il donne dans le livre, c'est un de ses exemples personnels. Malala, il me semble que c'est une fille qui a écrit un livre. Yes, exact. Bref, je voulais juste vérifier ça en live. Donc ce passage, je l'ai trouvé déjà bien écrit, c'était joli et c'est très puissant. Et ce que je voulais rajouter, c'est que
Ah non, pardon, j'ai pas fini de citer. Il rajoute donc, excusez-moi, parfois, quels que soient vos efforts et vos qualités, vous finissez toujours comme un biscuit en sucre. Ne vous plaignez pas, ne vous prenez pas à votre malchance, tenez-vous droit, regardez l'avenir et continuez à avancer. Voilà, donc j'aime cet extrait parce qu'il démontre quelque chose qu'ont et que j'ai eu tendance à oublier, et qu'on a tous, j'imagine, tendance à oublier, c'est que la vie est injuste. Et que la justice, c'est une fausse norme qu'on nous a laissé croire qu'elle existe. Genre, je sais pas moi, par exemple, quand on est tout petit, on nous donne la même quantité de jus de fruits, on nous donne du temps de jeu équitable à la pause, avec le ballon. On veut que chacun vraiment ait une justice. On nous prône la justice comme quelque chose qui est normatique. Et en réalité, c'est faux. En fait, dans le vrai monde, dans la vraie vie, c'est pas comme ça. Et une fois qu'on l'a compris, on se sent mieux et on est prêt à aller de l'avant. Ça veut pas dire qu'il faut pas essayer d'atteindre la justice, bien au contraire. Mais ça veut dire que on doit accepter que comment dire, c'est utopique et que ça n'arrivera jamais. Et il faut accepter cette différence entre ce qu'on vise et la réalité. Ça, c'était la règle numéro 2. Donc, la règle numéro 2 qui, je rappelle, s'appelle la vie est injuste et il faut s'y faire. Troisième petite règle qui, je pense, est ma préférée. Je pense que on pourrait croire que c'est la première, mais en fait, c'est la troisième parce que cette troisième règle, je l'ai pas forcément appliquée dans ma vie, mais je l'ai trouvée très intéressante, très forte lors de la lecture. Et en fait, je trouve, pour moi, elle répond à un problème un peu philosophique qu'on peut avoir. Et j'expliquerai pourquoi plus tard. Mais le nom de cette règle, c'est « Il faut tenir tête au tyran ». Ce qui est génial avec le livre, c'est qu'il y a toujours un lien militaire. Donc lui, dans chaque chapitre, et à chaque fois qu'il présente une règle, il explique d'où est-ce qu'il a cette réflexion et d'où il a cette conclusion en fonction de sa vie principalement militaire. Donc j'ai dit qu'il était névicile, et donc les néviciles, ils travaillent autant sur terre, dans l'eau, que dans les airs. Donc ils font les trois. Et dans ce chapitre, il explique qu'ils ont dû faire de la plongée. Et que c'est un des tests qu'ils doivent faire. Ils doivent très bien naviguer sous l'eau. Et ils ont notamment eu des tests dans les eaux de San Clemente en Californie. Il me semble, de tête, qu'ils naviguent sans... Peut-être juste avec un GPS, je sais plus. Bref, ils sont deux. Ils sont dans le noir le soir. Et puis, je sais plus à quelle saison c'est, mais certainement qu'il va faire très, très froid. Et puis, ils sont en profondeur. Ils ont du matériel. Et en fait, dans les eaux de San Clemente, il y a des requins tigres, des requins mako, des requins marteaux, etc. Mais en fait, ce dont tous les élèves ont peur, c'est le requin blanc. Donc, les requins, ça attaque pas forcément, mais ça peut, notamment s'ils sont menacés. Ou il me semble j'ai pas envie de dire de bêtises, mais bref, quoi qu'il en soit, il y a quand même un danger évident, malgré qu'il soit surreprésenté comme dangereux dans les médias. Quoi qu'il en soit, le requin blanc, c'est quand même une dinguerie. Et puis, évidemment, ça fait peur. Et il y a des requins qui s'approchent des humains. Et les néviciles, donc les élèves, ont l'instruction de frapper le nez du requin s'il s'approche. Et c'est pas forcément quelque chose de facile, mais c'est nécessaire, évidemment, s'ils veulent finir la mission et accessoirement rester en vie, ce qui est peut-être plus important. Dans le chapitre, après, l'auteur il commence à donner l'exemple de Saddam Hussein et la guerre que les États-Unis ont menée contre lui. C'est pas très pertinent dans ce que je veux vous expliquer dans cette règle. Quoi qu'il en soit, il explique que quand il fait sa plongée dans le noir avec son camarade et que il essaie de mener une mission, qu'il a un but et qu'il y a un requin qui s'approche de lui, même s'il a peur, il doit prendre son courage des mains pour frapper le requin et au final tenir tête à ce tyran qui est le requin. Et de nouveau, j'aimerais lire un passage que j'ai trouvé très fort et qui illustre bien le message. Je cite: « Notre objectif, que nous croyons être honorable et noble, nous a donné du courage, et le courage est une qualité remarquable. Rien ni personne ne peut se mettre en travers de votre chemin.
Sans le courage, les autres définiront votre chemin. Sans lui, vous êtes à la merci des tentations de la vie. Sans courage, les hommes seront gouvernés par des tyrans et des despotes. Sans courage, aucune grande société ne peut s'épanouir. Sans courage, les brutes du monde se lèvent. Avec lui, vous pouvez atteindre n'importe quel objectif. Avec lui, vous pouvez défier et vaincre le mal. Ça, c'est pour ça que je préfère. C'est vraiment la règle que je préfère parce que, comme j'ai dit, ça répond à la question philosophique que je mentionnais tout à l'heure, à savoir, est-ce qu'il faut, oui ou non, se battre, quitte à perdre beaucoup de ressources, contre, justement, un tyran. Et j'ai l'impression que cette règle, elle répond à cette question de manière très claire, c'est-à-dire, oui, il le faut, peu importe le prix, et peu importe à quel point on est plus ou moins dérangé par ce tyran, il faut le faire. Ce qui m'est venu en tête, c'est notamment les tyrans de l'école, des bancs de l'école, à savoir les personnes qui harcèlent, quand les bullies, comme on les appelle en anglais. En fait, je pense que... Alors ça, c'est selon l'auteur, et on est d'accord ou pas, mais moi je pense que je suis d'accord avec ça, c'est que je pense qu'une personne qui se fait harceler a un meilleur temps d'essayer de tenir tête au tyran et du coup aux bullies, pardon. Notamment, ce soit si cette personne se prend des coups, de rendre les coups, ou d'essayer de mener une guerre autrement, par exemple en allant dénoncer au proviseur, etc. Bien évidemment, c'est plus facile à dire qu'à faire. Quoi qu'il en soit, pour moi, cette règle, elle répond à la question de qu'est-ce qu'on fait quand on se fait attaquer finalement par un tyran. Et la réponse, c'est, on lui tient tête et on lui donne un coup de poing dans le nez, comme avec les requins. C'est pas un appel à la violence, on est bien d'accord, mais c'est tenir tête, finalement. Voilà un peu donc les 3 règles que je kiffe, je les trouve trop stylées, elles sont belles, elles sont dans le livre, elles sont bien écrites, et puis j'espère que j'aurai pu les retransmettre avec autant de honneur et de style que Mac Raven l'a fait. Maintenant, j'aimerais juste du coup terminer le podcast avec une dernière lecture de ma part sur le dernier paragraphe du livre qui résume tout le speech, tout le livre avec une belle simplicité et une belle force. Donc je cite: Commencez chaque jour avec une tâche accomplie. Trouvez quelqu'un pour vous aider dans la vie. Respectez tout le monde. Sachez que la vie n'est pas juste et que vous échouerez souvent. Mais si vous prenez des risques, si vous vous levez quand les temps sont plus durs, si vous affrontez les brutes, si vous relevez les opprimés, et si vous n'abandonnez jamais, si vous faites ces choses, alors la prochaine génération et les générations suivantes vivront dans un monde bien meilleur que celui que nous avons aujourd'hui. Et ce qui a commencé ici aura effectivement changé le monde pour mieux. Ouais, très 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 fort. En fait, c'est pour ça que je kiffe ce livre. Il est giga simple. En fait, dans le fond, il est cliché. Genre, c'est des trucs qu'on a entendus 1000 fois, ou peut-être pas, mais des choses qu'on a plus ou moins déjà entendues et dans lesquelles on a plus ou moins été éduqué. Mais en fait, il le formule d'une manière à ce qu'on comprenne vraiment le sens. Et ça, je trouve ça incroyable, notamment avec les exemples militaires et qui font beaucoup parler. Et ce petit, j'allais dire speech, mais ce dernier paragraphe là, celui que je viens de vous lire, je trouve que c'est une bonne guideline à suivre dans sa vie personnelle. Voilà, donc j'espère que ce podcast vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris du plaisir à le préparer et à le faire. Et du coup je vous invite fortement à lire ce livre. Il se lit très facilement comme j'ai dit. Il est très court et c'est un livre que j'ai beaucoup recommandé à différents proches pour plein de raisons. Et voilà. Donc merci pour votre écoute. Moi je vous dis bien évidemment à une prochaine fois, notamment la semaine prochaine. Et du coup prenez soin de vous. Ciao, bye, c'est mère.